De toutes les langues figurant dans la biographie langagière, le chinois est celle ayant le degré de xénité le plus important et, comme nous allons le voir, la distance linguistique ne fait pas exception. Tout d'abord, le chinois est une langue tonale. Autrement dit, le sens d'un mot dépend du ton avec lequel il est prononcé. En mandarin, on distingue 4 tons principaux, ainsi qu'un ton neutre. Le premier ton est un ton stable, constant, haut, c'est-à-dire plutôt aigu, comme quand on chante. Le ton numéro 2 est un ton montant, du médium vers l'aigu. C'est le même ton qu'on utilise quand on pose une question en français. Le troisième ton est un ton descendant puis montant. Il commence plutôt bas, descend encore plus grave, puis remonte. Le quatrième ton descend. Il est sévère et direct. Il commence par l'aigu et descend très grave. Et enfin, le cinquième ton, le ton neutre, il est léger et rapide. Et ça donne ça. Et je peux vous assurer que discriminer et produire les différents tons a été l'une des difficultés majeures que j'ai rencontrées lors de mon apprentissage. Pour y faire face, j'ai donc mis en place des stratégies cognitives. En l'occurrence, j'ai beaucoup écouté et beaucoup répété. En chinois, il n'y a pas d'alphabet, mais des sinogrammes. Il faut donc apprendre chaque sinogramme un à un, ainsi que sa transcription en pinyin pour pouvoir le prononcer. Ces caractéristiques rendent la lecture et l'écriture particulièrement difficiles, surtout pour les débutants comme moi. Et le pinyin, d'ailleurs, parlons-en. Il s'agit d'un système de romanisation du chinois mandarin. En l'occurrence, le pinyin est la méthode de transcription du chinois qui utilise l'alphabet latin la plus répandue et elle a été promue officiellement en Chine continentale en 1979. C'est par ce biais que les sinophones écrivent via des claviers numériques notamment. Ceci étant dit, apprendre à maîtriser le pinyin est en réalité un véritable challenge. En effet, les lettres utilisées pour représenter chaque son ne coïncident pas avec les symboles de l'alphabet phonétique international. Il faut donc apprendre et retenir à quel son correspond chaque lettre en pinyin, et bien souvent, ce n'est pas forcément intuitif par rapport à ce qu'on connaît déjà. Pour surmonter cette difficulté, j'ai utilisé les exercices de la plateforme Moodle pour m'entraîner à faire des autodictées en pinyin chez moi et ainsi auto-évaluer ma progression. J'ai pris conscience du processus d'apprentissage du pinyin, j'ai optimisé les conditions de mon apprentissage et je me suis auto-évaluée. En d'autres termes, j'ai employé des stratégies métacognitives qui m'ont aidé à apprendre. Au niveau grammatical, cette fois-ci, bonne nouvelle, le chinois n'a pas de temps verbaux ni de réelle conjugaison, ce qui marque une différence notable avec le français, mais qui en l'occurrence simplifie beaucoup de choses, surtout quand on débute. De plus, la syntaxe de la phrase chinoise est généralement SVO, c'est-à-dire sujet, verbe, objet, et l'adjectif est placé après le nom, comme en français. Et c'est vraiment agréable de pouvoir établir des rapprochements aussi minimes soient-ils entre le chinois et les langues que je parle déjà. Ça m'a aidé à rester motivée malgré les difficultés intrinsèques à la langue. Penchons-nous tout d'abord sur la prise de contact. Lors du premier cours, l'enseignante ne s'est pas présentée et n'a pas non plus présenté ses objectifs. Malheureusement pour moi, j'apprends mieux quand je connais les objectifs à l'avance. Du coup, cette entrée en matière m'a un petit peu déstabilisée et j'ai dû mettre en place des stratégies métacognitives pour y faire face, comme par exemple identifier les buts, les finalités et les objectifs des différentes tâches effectuées au fil des séances. Toutefois, l'enseignante a pris le temps de vérifier le niveau de chaque apprenant afin de constituer 2 groupes. Un groupe pour les faux débutants et un autre groupe pour les vrais débutants, comme moi. Elle a aussi expliqué le fonctionnement du cours. Il s'agit d'un cours hybride en classe inversée. Le cours était hybride car on avait cours en présentiel 1 semaine sur 2. La semaine en distanciel était alors dédiée au travail à la maison en autonomie sur la plateforme Moodle. La classe inversée, quant à elle, consistait à nous faire tout d'abord découvrir le contenu des séquences par nous-mêmes en autonomie sur Moodle, puis, dans un deuxième temps, de restituer le contenu de ces séquences en présentiel la semaine suivante.
Donc contrairement à une structure classique où on verrait les contenus en classe, puis ensuite les apprenants devraient les travailler à la maison, ici c'est l'inverse. C'est d'abord tout seul à la maison et ensuite la restitution en classe tous ensemble et avec l'enseignante. La situation d'hybridation m'a mise en difficulté car je n'arrivais pas à restituer les dialogues par cœur sans les avoir travaillés avec l'enseignante en classe auparavant. Je suis une apprenante plutôt dépendante du chant, et le fait de devoir assimiler par cœur des contenus aussi denses toute seule chez moi, devant mon ordinateur, sur Moodle, ça me posait un petit peu problème, on va dire. Et pour faire face à ce blocage, j'ai mis en place des stratégies socio-affectives, comme par exemple travailler en binôme sur Skype avec l'une de mes camarades de classe, ou aussi poser des questions, converser et échanger avec des camarades de classe chinoises. Le support principal utilisé était la plateforme Moodle sur laquelle on pouvait retrouver l'intégralité du contenu des séquences. À noter que nous n'avions pas de manuel. Chaque séquence se présentait de la même façon. Une courte vidéo mettant en scène un dialogue entre 2, 3 ou 4 personnages, puis une batterie d'exercices autocorrectifs pour s'entraîner et assimiler le contenu du dialogue. L'enseignante nous donnait accès à la transcription écrite des dialogues en chinois, pinyin et français, mais uniquement une fois que nous avions appris le dialogue par cœur. Mais en réalité, l'enseignante a cessé de nous donner ces transcriptions très utiles pour notre apprentissage à la mi-semestre lorsque nous sommes passés en 100% distanciel. Nous disposions également de fiches d'écriture vierges avec des carrés imaginaires dessinés dessus pour pouvoir s'entraîner à écrire les sinogrammes. L'enseignante a également utilisé des documents authentiques de façon exceptionnelle à la fin de 2 de ses cours. Tout d'abord, une fois, il s'agissait d'une chanson pour enfants en chinois et la deuxième fois, il s'agissait d'un court extrait vidéo d'une série télévisée chinoise. Je suis une apprenante plus visuelle qu'auditive et par conséquent, l'absence de support écrit, on va dire le manque de support écrit, m'a mise en difficulté. En effet, il était très difficile pour moi de restituer un dialogue par cœur en entier sans avoir eu de trace écrite à laquelle me référer pour pouvoir l'apprendre. De plus, des supports écrits peut-être un petit peu plus classiques ont également fait défaut, selon moi, comme par exemple des fiches de vocabulaire ou des points de grammaire que j'aurais pu retrouver facilement si on avait eu un manuel. Pour pallier ce manque, j'ai mis en place des stratégies cognitives. J'ai pris en note l'ensemble des exercices autocorrectifs de la plateforme Moodle afin d'avoir une trace écrite dans mon cahier à laquelle je pouvais me référer à n'importe quel moment pour pouvoir réviser et mieux assimiler les concepts. Et j'ai également catégorisé et synthétisé de nombreux éléments comme par exemple du vocabulaire ou encore les pronoms personnels ou d'autres points grammaticaux dans des tableaux. Ceci étant dit, les séquences Moodle étaient bien construites, adaptées à notre niveau et à la situation d'hybridation, et leur longueur et complexité augmentaient de façon plutôt progressive. Mais pour autant, malgré la qualité de la plateforme Moodle, le manque de diversité des supports l'a rendue de moins en moins attractive au fil du semestre. C'est pourquoi j'ai commencé petit à petit à chercher davantage de contenu sur le chinois sur internet, comme des vidéos YouTube ou des articles Wikipédia par exemple, afin de varier les sources et les supports. En l'occurrence, l'utilisation de ces ressources relève de la stratégie cognitive. La démarche méthodologique de l'enseignante s'apparente à l'approche communicative. Nous allons voir ensemble pourquoi en nous appuyant sur les 4 paramètres établis par Bess en 1985. À savoir l'accès au sens, le type d'enseignement de la grammaire, le type de progression proposée et enfin le type de document. Tout d'abord, l'accès au sens dans ce cours était vraiment axé sur la perception, c'est-à-dire essayer de comprendre par le son, par l'image, par le contexte. Et la traduction en français était utilisée la grande majorité du temps. Ensuite, l'enseignement de la grammaire était explicite, c'est-à-dire que l'enseignante utilisait beaucoup de métalangage, des mots comme par exemple
interrogatif, sujet, verbe, objet, élément circonstanciel, phrase à prédicat adjectif, particules aspectuelles, gérondif, négation, particules modales, spécificatif, comparatif, etc., etc. Aucun doute là-dessus. C'était de la grammaire explicite et c'était également de la grammaire inductive, c'est-à-dire que l'enseignante nous faisait faire de la grammaire. En effet, la découverte des éléments grammaticaux avait lieu au fil des séquences Moodle, ce qui nous permettait de nous les approprier et de laisser parler un petit peu notre intuition au fil des exercices autocorrectifs. Et ensuite, nous avions accès à la règle, soit à la fin de la séquence sur Moodle, ou soit sinon la semaine suivante lorsque l'enseignante revenait dessus et faisait un point grammatical pendant son cours. Notons également que dans ce cours, la grammaire était fonctionnelle et notionnelle et était exclusivement au service de l'acte illocutoire. C'est-à-dire qu'on ne faisait jamais de la grammaire pour de la grammaire, c'était toujours des outils pour répondre à nos besoins communicatifs et langagiers. À présent, pour le type de progression proposé, on observe une augmentation progressive de la densité des contenus des séquences, allant du plus simple au plus complexe, des dialogues les plus courts vers les dialogues les plus longs. Il est important de souligner que la progression est déterminée par les besoins langagiers du public, et non pas par des considérations lexicales ou grammaticales. Nous n'allons pas nous attarder beaucoup sur le type de document car nous avons déjà explicité les supports, mais juste pour résumer les types de documents qui nous rappellent l'approche communicative, il y a l'utilisation des nouvelles technologies avec les vidéos et les exercices autocorrectifs sur Moodle, et également quelques documents authentiques, bien que rares, mais cela s'explique par notre très faible niveau en chinois, donc c'est plus difficile de trouver des documents authentiques qui pourraient correspondre à des niveaux grands débutants. Tous ces éléments m'ont permis d'être actrice de mon apprentissage et de m'auto-évaluer chaque semaine grâce à la plateforme Moodle. Autrement dit, les apprenants partagent la fonction d'évaluateur avec l'enseignante. Et ça, ce sont des éléments qui sont caractéristiques de l'approche communicative. On peut également noter et commenter qu'au cours du semestre, 6 séquences ont été abordées, 6, et que chacune répondait à des besoins langagiers et à des actes de parole vraiment concrets. Elles s'organisent par thème, comme ceci, comme vous pouvez le voir, et il est d'ailleurs possible d'établir un inventaire des actes de parole vus dans les séquences. Donc pour vous donner quelques exemples, dans la séquence 1, bonjour, au revoir, nous pouvons établir l'inventaire d'actes de parole comme saluer, se présenter, prendre congé. Dans la séquence 2, combien êtes-vous dans la famille? Des actes de parole comme présenter sa famille, poser des questions simples et y répondre. Dans la séquence 3, quelle heure est-il? Informer, des phrases comme par exemple « Ah, ma montre n'a plus de pile, il est 9h10, le cours commence à 15h30, etc. » Dans la séquence 4, « Puis-je vous téléphoner ?» il y a l'introduction de la différence entre le pronom « ni » et « nin » qui correspondrait un petit peu à une sorte de vouvoiement en français ou tout du moins à des formules de politesse. Donc ici, on travaille également la compétence sociolinguistique. Il est également question d'apprendre à interagir dans un contexte plus formel et également d'apprendre à donner son numéro de téléphone. Et pour vous donner un dernier exemple, dans la séquence 6, où se trouve la banque, il s'agit d'apprendre des règles de politesse pour aborder quelqu'un dans la rue et remercier cette personne. D'autres aspects de la démarche enseignante qui correspondent à l'approche communicative est par exemple l'approche de la phonétique, vraiment basée sur la perception, l'écoute et la compréhension, et également la production orale qui était la majorité du temps sous forme de jeu de rôle. À présent, nous allons nous pencher un petit peu plus en détail sur les activités qui avaient lieu pendant le cours. L'activité principale, on va dire un petit peu le cœur de ce cours, était la réception et la compréhension orale. C'est-à-dire qu'il s'agissait de beaucoup écouter et de beaucoup répéter. Il fallait toujours répéter 3 fois chaque mot ou chaque phrase après l'enseignante. Et ces répétitions avaient lieu généralement en groupe classe,
sauf que parfois l'enseignante interrogeait des apprenants en particulier, auquel cas il faisait une répétition individuelle. Nous avions également beaucoup d'exercices de phonétique en classe avec de la prononciation et de la discrimination des différents phonèmes et tons. Nous avons également effectué quelques dictées en pinyin pendant les cours. Par exemple, une fois avec une chanson pour enfants en chinois, on devait écouter la chanson et écrire les paroles en pinyin sur notre cahier et ensuite les confronter avec la réalité de comment les mots devaient s'écrire en pinyin pour qu'on se rende compte que même si on entend les sons correctement, c'est pas pour autant qu'on va être capable de les retranscrire en pinyin, car c'est un système vraiment spécifique qu'il faut apprendre et auquel il faut s'habituer. Il y avait également donc de la production et de l'interaction orale et, comme mentionné précédemment, des jeux de rôle en binôme avec la restitution des dialogues des séquences, généralement en début de séance. J'ai ressenti un blocage affectif face à cette activité parce qu'en fait, je me suis sentie comme abandonnée, entre guillemets, face à une charge de travail trop importante et un guidage ou on va dire une aide de l'enseignante trop faible par rapport à la quantité de travail qui était demandée. J'ai aussi rencontré un blocage d'ordre cognitif cette fois, car j'avais des difficultés de mémorisation et de compréhension des nouveaux dialogues, car cette fois-ci nous n'avions plus les transcriptions et donc plus toujours la traduction de tous les éléments du dialogue en français. Je pense que ces blocages auraient pu être évités grâce à un temps de mise en commun en début de chaque cours et grâce à des révisions en classe des notions vues dans les séquences précédentes, afin d'être plus accompagnés et guidés dans notre apprentissage. La dernière activité que nous allons mentionner, et c'est d'ailleurs celle que nous analyserons, est celle de l'écriture de quelques sinogrammes. C'est la seule approche avec l'écrit que nous avons eue dans ce cours, et il se trouve que c'était une activité récurrente parce qu'elle avait lieu à la fin de presque chaque cours. Elle permettait de varier, c'était un moment de retour au calme, on va dire, après les activités axées sur la compréhension orale et la production orale qui sont le cœur des cours. C'est une activité qu'on réalisait tous ensemble en groupe classe et l'objectif, on va dire, était pas vraiment la production écrite en réalité parce que c'était plutôt une première approche avec l'écrit, on va dire. Et ça faisait appel à la composante linguistique et plus particulièrement à la compétence orthographique, c'est-à-dire qu'on va apprendre à écrire des graphèmes. Donc voici le déroulement de cette activité. Donc tout d'abord, les apprenants écoutent l'enseignante et vont en fait imiter les gestes de l'enseignante avec notre doigt, comme ceci, comme pour dessiner le sinogramme en fait dans le vide, dans les airs, comme ça, comme si notre doigt était un pinceau en fait. Et en même temps, on va compter à voix haute en chinois pour assimiler le nombre de traits qu'on doit tracer pour chaque sinogramme. Donc par exemple, i, r, san, pour un sinogramme qui n'aurait que 3 traits. Ensuite, on répète cette opération plusieurs fois et au final, on fait la même chose, mais cette fois-ci avec un stylo sur notre feuille à carré imaginaire. Cette activité est intéressante à analyser parce que tout d'abord, il faut savoir que c'est de cette façon-là que les enfants chinois à l'école en Chine apprennent à écrire leur langue. Donc il m'a semblé intéressant de voir comment nous, apprenants étrangers, on pouvait comme se mettre dans la peau des sinophones eux-mêmes lorsqu'ils étaient petits. Et elle est également intéressante parce qu'elle a plutôt bien fonctionné, car c'était le moment où l'enseignante nous donnait accès à de nombreuses informations socioculturelles et sur la civilisation chinoise. Donc par exemple, le mot tia, qui signifie maison ou famille, est représenté par l'élément cochon en dessous de l'élément toit. Et ça, culturellement, historiquement, en fait, c'est très intéressant parce que ça fait référence au fait que dans la civilisation chinoise, il y a toujours eu des cochons qui vivaient dans les familles. Et du coup, c'est cet élément-là, ce symbole-là, qui va représenter la famille et la maison. Dans cette activité, l'interaction s'organise sur l'axe vertical entre l'enseignante et les apprenants. L'enseignante incarne la fonction de vectrice d'information avec du métadiscours à la fois explicatif et descriptif, et elle aussi médiatrice en faisant le lien entre les apprenants, les savoirs, mais également les savoir-faire, qui ici sont à la fois linguistiques et socioculturels. Parce qu'en effet,
elle ne nous partage pas que des connaissances, elle nous partage aussi la méthode apprendre à apprendre, en fait, comment apprendre un sinogramme, en fait, comment avoir accès à l'écriture en chinois. Donc, au cours de cette activité, le chinois est utilisé pour compter le nombre de traits et les explications sont données en français. Donc ici, le français occupe une fonction métalinguistique et vectrice d'informations socioculturelles. Et c'est justement ces apports socioculturels qui, selon moi, faisaient que cette activité fonctionnait bien, car ça rendait l'activité vraiment enrichissante et moins laborieuse. Et même si on répétait quand même pour tracer les symboles, les dessiner, etc., elle semblait moins répétitive que d'autres, comme par exemple la répétition des phonèmes. Et franchement, elle fonctionnait bien parce que ça permettait aux apprenants un peu nous, les apprenants, de nous détendre pendant les 20 dernières minutes du cours. Et ça permettait de varier aussi un petit peu l'approche proposée. Donc ça m'a semblé intéressant de parler de cette activité en particulier. Nous allons maintenant nous pencher sur le rôle de l'enseignante en classe. Donc, on peut observer que pendant les cours, l'enseignante a incarné les 3 fonctions principales des enseignants, à savoir la fonction d'informateur, la fonction d'animateur et meneur de jeu, et enfin la fonction d'évaluateur. Donc la fonction d'informateur, évidemment, ça s'observe à travers du métadiscours informatif. Donc quand par exemple l'enseignant répond à l'une de nos questions, métadiscours explicatif, quand l'enseignante va élucider le sens d'un segment, donc ça c'est arrivé beaucoup de fois, ou du métadiscours descriptif, quand t'expliques la constitution ou le fonctionnement de la langue objet en tant que système, donc ça par exemple pendant les points grammaticaux ou pendant l'activité que je viens de décrire et d'analyser précédemment. L'enseignante était également animatrice de jeu ou meneuse de jeu parce qu'elle distribuait la parole et elle nous incitait également à prendre la parole, donc elle avait clairement ce rôle à tous les moments du cours. Et elle était également évaluatrice, et ici, vraiment en particulier, je vais mettre l'accent sur notre prononciation, parce que les opérations d'appréciation, les opérations correctives et les opérations indirectes, c'est-à-dire quand l'enseignante nous reprenait, était particulièrement présente sur notre prononciation, que ce soit dans un exercice purement phonétique et de prononciation, on devait répéter après elle, ou même quand on s'exprimait, quand on faisait nos jeux de rôle devant la classe, voilà, elle n'hésitait vraiment pas à nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ta prononciation est bonne, elle est pas bonne, ici tu devrais reprendre, nous corriger, etc. De façon générale, l'enseignante a adopté une attitude patiente envers le groupe, même si parfois il faut souligner qu'elle interrogeait beaucoup et insistait sur la mauvaise prononciation de certains apprenants en particulier. Donc j'imagine que c'était parce qu'elle n'était pas très satisfaite de leur prononciation et qu'elle voulait leur donner l'opportunité de s'améliorer. Mais parfois, ça pouvait les mettre vraiment en difficulté et du coup, ces apprenants-là ne pouvaient pas vraiment préserver leur face, on va dire. Et voilà, ça les mettait socialement en difficulté au sein du groupe classe. À présent, je vais vous dire quelques mots au sujet du groupe classe. Donc, il se trouve que dans ce cours, nous étions environ une dizaine, en tout cas dans mon groupe qui était le groupe des vrais débutants. Et malgré ce petit effectif, le groupe classe a plutôt été un frein qu'un moteur, malheureusement. Donc mon hypothèse sur ça, c'est je pense qu'en fait, dès le premier cours, dès le début, nous n'avons pas réellement eu d'activité pour briser la glace entre nous, pour apprendre à mieux nous connaître lorsque nous étions encore en présentiel. Et aussi l'hybridation, c'est-à-dire le fait de n'avoir cours tous ensemble uniquement une semaine sur 2, ça ne nous a pas non plus aidé à créer du lien social ou on va dire de la cohésion entre nous. Puis à partir du mois de novembre, on est passé en tout distanciel sur Zoom, et à ce moment-là, le fait que la majorité des étudiants aient les caméras éteintes et le fait que sur Zoom, c'est encore plus difficile de prendre la parole pour beaucoup d'entre nous, ça n'a pas amélioré la situation, on va dire. Donc mon analyse sur ça, c'est que la majorité des étudiants avaient une attitude plutôt réflexive, c'est-à-dire qu'ils étaient réticents à prendre la parole et avaient peur de faire des erreurs. Voilà, nous arrivons maintenant au terme de notre analyse.
Voilà, j'aurais pu analyser et mentionner encore bien d'autres éléments, mais il a fallu faire des choix sur ce qui m'a semblé le plus important et le plus pertinent dans ce cours. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse de la situation didactique de ce cours de chinois.